Combien seront-ils demain à manifester? C'est la question qu'on se pose tous les vendredis soirs depuis 3 mois maintenant. 14e samedi de mobilisation dans un contexte moins favorable. Le soutien des Français s'effrite, le nombre de manifestants est en recul. Du coup, certains gilets jaunes envisagent de nouvelles formes de mobilisation, comme des manifestations le dimanche. Emeline Darcourt. À la semaine prochaine, c'est le slogan que des gilets jaunes scandaient en fin de manifestation samedi dernier. Le rendez-vous était donné, mais il s'est transformé. Les rassemblements ne se limitent plus au samedi. Donc demain, à la place de la République, il y a toujours Nuit jaune. Dimanche prochain, il y aura le rassemblement à la place de la République en soutien aussi à Mediapart. Et puis aussi, il y a mardi. Mardi, il y a les politiques qui vont se rassembler à la place de la République à partir de 19h pour dénoncer l'antisémitisme. Et au nom des Gilets jaunes citoyens, je serai présent et j'invite aussi un maximum de Gilets jaunes à faire cause commune. Cause commune, toujours pas. Cet appel à se rassembler samedi indique qu'il s'agit d'une manifestation non déclarée ayant pour but de bloquer la place de l'Étoile le plus longtemps possible. Et précise, fini le pacifisme. Celui de dimanche par un autre groupe met en avant au contraire le pacifisme, mais prône la destitution de Macron et de la Ve République. Les associations de soutien aux forces de l'ordre dénoncent la multiplication de ces rendez-vous. On sent qu'il y a une volonté d'atteindre un certain point de rupture, ce qui serait parfaitement dommageable. L'état d'esprit parmi les forces de l'ordre, vous l'imaginez bien, est très compliqué puisqu'on passe d'une surmobilisation à une mobilisation permanente. C'est vraiment très inquiétant d'imaginer qu'il y a une répétition et surtout une pérennisation de ces journées d'action. Sur les réseaux sociaux, des manifestations sont prévues chaque week-end pour le mois à venir. Valérie Gomez-Bassac, chaque samedi depuis 3 mois, ils sont là, les Gilets jaunes. Alors c'est vrai qu'ils sont moins nombreux, mais ils sont toujours là. Le gouvernement n'a pas réussi à les faire quitter la rue et désormais, ils annoncent qu'ils vont peut-être aussi manifester le dimanche. Est-ce que le gouvernement, la majorité, vous êtes dans l'impasse ? Non, je ne pense pas que nous soyons dans l'impasse. Nous voyons bien que ce mouvement s'affaiblit malgré tout. Les revendications qui étaient celles du départ, qui étaient légitimes, que l'on pouvait entendre, ne sont plus celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons affaire à une partie de la population qui représente des mouvements politiques extrêmes. Et voilà, c'est le constat que l'on doit faire. Ce ne sont plus les personnes du départ. Donc nous ne sommes pas dans l'impasse. Vous avez encore des manifestants du départ qui sont encore dans la rue, qui ont encore des revendications légitimes, qui ne sont pas tous des radicaux. Non, mais de toute façon, je ne souhaite pas généraliser, mais il est vrai qu'il faut tenir compte donc, de ces manifestations qui continuent. Nous restons à l'écoute et encore une fois, voilà, nous avons le grand débat pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et je souhaite que ces mouvements ne se pérennisent pas dans le temps. Maintenant, il faut trouver des solutions. Il y a des commerçants qui en subissent les conséquences. C'est compliqué au niveau politique, c'est certain. Bon, aujourd'hui, il faut se tourner vers des solutions et j'espère que tous les partis ont conscience de cela. Ouais, c'est compliqué pour les commerçants, on les entend hein, chaque semaine, ils sont excédés. Et puis il y a la lassitude aussi de la population, 56% des Français qui estiment que la mobilisation des Gilets jaunes le samedi doit s'arrêter, qu'il est temps. Est-ce que vous continuez à la France Insoumise de dire oui, il faut manifester ? Ah non, on continue à soutenir ce mouvement. Je suis pas d'accord avec le fait que... Alors il y a une différence entre soutenir le mouvement et continuer de dire il faut manifester chaque samedi dans la rue. Le soutenir, c'est évidemment d'être aux côtés de ceux qui endossent un gilet jaune, que ce soit en manifestation, dans des ronds-points, dans des assemblées citoyennes. Et je suis pas d'accord pour dire que les revendications auraient changé. Peut-être que ça ne vous arrange pas de voir que s'installe durablement dans le pays la revendication de la restauration de l'ISF, par exemple, ou du référendum d'initiative citoyenne. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit des revendications extrêmes. Je trouve que c'est des revendications de justice sociale, de démocratie, de refonte des institutions démocratiques. Et c'est des revendications qui, en réalité, perdurent dans le mouvement. Maintenant, je note aussi que c'est un mouvement qui s'élargit, puisque vous avez, par exemple, les stylos rouges, qui sont les professeurs en colère contre le sort qui est réservé à l'école, que je connais bien parce que je suis enseignante. Je vois beaucoup de ces gens rejoindre aussi les manifestations des Gilets jaunes et leurs revendications. Donc moi, j'ai pas le sentiment de cet essoufflement. Et du point de vue de la population, je pense qu'il y a une lassitude vis-à-vis de cette situation bloquée. Mais quand vous dites que vous voulez que ça s'arrête, ça peut vouloir dire aussi on veut qu'il y ait des solutions politiques. Parce que quand on voit aussi le peu de confiance que les Français ont dans la capacité de M. Macron d'apporter des solutions politiques à ce mouvement, c'est-à-dire de la justice sociale, de la justice fiscale, une refonte démocratique, on comprend qu'il puisse vouloir dire maintenant il faut des solutions. Donc j'ai pas le sentiment vraiment... j'ai le sentiment que cette impasse, tout le monde commence à la percevoir, mais tout le monde perçoit aussi que c'est au gouvernement d'apporter des réponses politiques. Mais ces manifestations du samedi, est-ce qu'elles ont encore un sens, Damien Lempereur ?
Oui, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas renverser la charge de la preuve. Il y a une responsabilité politique, je crois, du gouvernement qui a fait le choix maintenant il y a quelques semaines de ne pas répondre à des demandes qui étaient assez simples, que ce soit les demandes d'ordre démocratique, référendum d'initiative populaire citoyenne par exemple, des demandes assez simples aussi sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui on parle, mais les retraites sont toujours désindexées de l'inflation, l'épargne populaire est désindexée de l'inflation, les prestations familiales restent désindexées de l'inflation. Donc ils ont fait le choix d'une certaine manière d'essayer de pourrir la situation et donc en offrant une possibilité malheureuse tous les week-ends à des incidents et même, on l'a vu, et les médias l'ont montré, des drames que ce soit du côté des manifestants ou du côté aussi des forces de l'ordre, policiers, gendarmes, qui sont blessés. Donc là, je suis assez d'accord pour dire qu'il y a d'abord une responsabilité politique. Après, sur l'ordre, effectivement, de nombreux Français, et là on a une parole un peu de gauche, à droite, il y a aussi souvent un besoin d'ordre, et on sent bien les artisans, les commerçants, PME, qui aimeraient que l'ordre revienne. Mais pour autant, l'ordre ne pourra revenir que s'il y a des réponses qui sont apportées sur encore une fois, des demandes qui ont été très clairement exprimées. Et j'ajoute, pour conclure, que ce sentiment de lassitude et finalement ce début de retournement de l'opinion vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. C'est la première fois qu'il y a une majorité de Français qui souhaitent que les manifestations s'arrêtent. Exactement, qui malgré, y compris des scènes de violence, a gardé une forte adhésion populaire. Qui garde le soutien, effectivement, majoritairement de la population. Je crois qu'il y a une responsabilité du gouvernement qui a toujours cherché, plutôt que de répondre aux attentes, de faire un amalgame entre les violences et la majorité du mouvement des Gilets jaunes. On l'a encore vu avec l'épisode Éric Drouet. Une volonté d'amalgame qui, à mon sens, est une vision un peu à court terme du gouvernement. Benjamin Morel, sur le sens encore de ces manifestations, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lisibilité, et encore moins ce samedi, parce qu'on a des manifestations, je le disais, qui sont déclarées, d'autres qui ne sont pas déclarées. On a des appels à des marches pacifiques, dans le calme. À côté de ça, on a aussi un appel à l'insurrection. Est-ce que la scission au sein des Gilets jaunes, elle devient évidente ? Elle est évidente depuis longtemps. Si vous voulez, on a un mouvement qui n'a pas d'ordre, fondamentalement, et ça a été sa force pendant longtemps, justement, parce que c'était un mouvement qui était assez attrape-tout. Grosso modo, si vous aviez des revendications sociales, etc., vous pouviez vous reconnaître dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça a été sa force dans les sondages, et la vraie force de ce mouvement, il a été justement dans le soutien de la population. Aujourd'hui, cette absence d'ordre, ça devient un vrai handicap. D'abord parce que, eh bien, ce qu'on avait pu voir il y a quelques semaines, des services d'ordre à peu près organisés qui tenaient à distance les casseurs, on voit qu'on les voit moins et ça produit le sondage. On les voit quand les manifestations sont déclarées. Quand elles ne sont pas déclarées, voilà. Effectivement... mais vous avez du coup des mouvements à côté avec du coup une difficulté à maintenir la violence. Or, fondamentalement, ce que payent les Gilets jaunes dans le sondage que vous venez de montrer, c'est l'assimilation du mouvement à la violence. Et là, il y a une défaite sur le terrain de l'image. Et c'est profondément important. Deuxièmement, eh bien, cette multitude d'actions dont la visibilité est relativement limitée dès lors qu'elles sont dispersées, pose un vrai problème aujourd'hui au mouvement. On parle de manifestations le dimanche, on parle de manifestations à d'autres moments. Ce qui avait fait la force de ce mouvement jusqu'à présent, eh bien, c'était la ritualisation. Il y avait ce rituel du samedi, ce rituel qui, au moins, au-delà des divergences entre Gilets jaunes, faisait l'unanimité. Si ce rituel est rompu, eh bien, il va être difficile peut-être de maintenir l'ampleur du mouvement. Elle La réponse du gouvernement, elle est claire, elle est la même, c'est la fermeté. On ne peut pas projeter l'image d'un pays où il y aurait de la violence partout, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas notre identité, notre personnalité. Et ensuite, je pense que ça dessert tout le monde. Et je pense en particulier à celles et ceux qui vivent du commerce, de l'attractivité. Et donc là-dessus, moi, je serais d'une fermeté accrue. Mais je veux aussi que collectivement, parce que la responsabilité, on la partage avec nos concitoyens. On ne peut plus entendre. Moi, je pense que c'est innocent ou c'est formidable d'aller participer à des manifestations qui produisent cela. Je crois que tout le monde doit revenir à la raison et le moment est venu de revenir à une saine raison. Est-ce que c'est raisonnable de continuer à appeler, à manifester, à descendre dans la rue alors qu'on sait que chaque samedi, il y a des tensions, que chaque samedi, il y a des dégradations et que chaque samedi, il y a des violences? Alors attendez, c'est pas forcément raisonnable de limiter, et ça peut être une stratégie qui n'est certainement pas la nôtre, d'assimiler systématiquement le droit de manifester et les manifestations. Non, mais à vous des le violences. savez en tout cas qu'il y a des casseurs qui viennent chaque samedi s'infiltrer. Précisément, alors j'aimerais revenir sur deux choses. Vous avez parlé tout à l'heure de service d'ordre. Dans une démocratie,
la responsabilité d'assurer le droit de manifester contre notamment des casseurs et des violences, elle revient en dernière instance aux forces de l'ordre et à ceux qui sont les donneurs d'ordre des forces de l'ordre. Je ne pointe pas ici du doigt spécifiquement les policiers, mais les stratégies de maintien de l'ordre. Cette stratégie de maintien de l'ordre est un échec absolu depuis le début du mouvement. Nous avons de très nombreux mutilés, de très nombreux blessés qui n'avaient rien à voir avec les violences de certains casseurs, etc. Vous avez des 5 mains, je pense que c'est important de redire les chiffres, hein. Vous avez 5 mains arrachées, vous avez 14 yeux crevés, vous avez des personnes qui ont subi des tirs de flashball, etc. Et donc, à un moment, on ne peut pas rejeter sur les manifestants la responsabilité de violences commises par certains casseurs, par certains manifestants qui ne sont pas nécessairement des gilets jaunes et qui doivent être prises en charge par les forces de l'ordre. Maintenant, quand M. Macron parle de l'image de la France à l'international, mais il a ouvert ses oreilles. Parce qu'à l'international, voilà ce qui se dit en ce moment. À l'ONU, au Parlement européen, il se dit que la France a une stratégie de répression très inquiétante de ces manifestations. Tout le monde est très inquiet de voir. Alors pour être exact, en fait, le Parlement européen a condamné l'usage disproportionné de la force par la police dans les manifestations. La France n'était pas explicitement visée, mais c'était dans un débat au sujet de la France. Bon, voilà. C'était juste précision. Vous voyez d'autres mouvements sociaux actuellement en Europe qui soient réprimés comme en France. C'est simple, par exemple, l'usage du LBD, l'usage des grenades explosives. Hein. C'est des grenades avec de la TNT dedans, hein, qui sont envoyées dans des groupes de manifestants. Tout ça, c'est des choses qui existent dans très très peu de pays en Europe. Et c'est des armes dont les médecins eux-mêmes disent qu'elles provoquent des blessures de guerre, qui sont pointées par la Ligue des droits de l'homme, qui sont pointées par Amnesty International, etc. Et la loi qui est passée, qui prévoit de permettre à un préfet, c'est-à-dire à l'autorité politique, d'interdire les manifestations, qui a même suscité de remous au sein de la majorité, c'est une loi profondément liberticide. Ça montre que la stratégie du gouvernement, elle est la même depuis le début. Pas de réponse politique, une réponse répressive et une réponse qui fait La honte. réponse politique, elle est là avec le grand débat et avec les 10 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. Précisément, vous voyez bien que ce grand débat ne satisfait pas la situation. Valérie Gomez-Bassac, c'est une stratégie de diversion et vous ne pouvez pas débattre et en même temps envoyer des armes mutilantes sur les gens. À un moment, il faut choisir dans la stratégie. Valérie Gomez-Bassac, justement sur cette stratégie du maintien des forces de l'ordre qui est très critiquée, est-ce que l'ultra-fermeté, c'est pas contre-productif au final? Alors, tout d'abord, je souhaite quand même préciser qu'il n'y a aucun amalgame de fait entre les gilets jaunes avec des revendications légitimes, etc., et les gilets jaunes qui font preuve d'actes de violence de plus en plus sévères de semaine en semaine. La fermeté, il faut qu'elle soit là pour ceux qui sont là pour casser, parce que c'est aussi une façon de protéger la liberté de manifester pour les autres qui ont ce droit-là et qui ont toute la légitimité de le faire. Donc il ne faut pas changer le discours en cours de route. On me dit oui, mais il n'y a pas de réponse à court terme. Non, il n'y aura pas de réponse à court terme parce qu'il y a le grand débat. Si on donne des réponses maintenant, cela veut dire que c'est un débat fictif qui sert à rien, que c'est une mascarade. Oui, moi, je crois vraiment au grand débat. Toute la fréquentation du site, le nombre d'événements créés, bon, je ne vais pas redire les chiffres, hein, 8000 c'est énorme, ça montre bien que les personnes ont envie de s'exprimer, qu'il faut écouter leurs attentes et ensuite les décisions qui s'avéreront nécessaires seront prises. Il faut être à l'écoute, il y a une forte demande, on en a conscience, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir de décision à court terme maintenant. Laissons le débat aboutir et nous verrons. Et je vous remercie également d'avoir précisé ce qui s'est dit au niveau des institutions européennes. L'usage disproportionné, oui, doit être condamné, mais ce n'est pas la France qui était visée, ciblée, même si... Qui n'était pas ciblée, même si, bon, voilà, on était dans un contexte où on parlait justement de la situation de la France. Il y a une autre figure des Gilets jaunes qui crée la polémique depuis plusieurs heures, c'est Christophe Chalencon, ce Gilet jaune qui avait rencontré le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio il y a quelques semaines. Ça avait provoqué une crise diplomatique avec la France. Il a été filmé à son insu par la télévision italienne et il a affirmé que des groupes paramilitaires étaient prêts à intervenir pour faire tomber le pouvoir. On en parle dans un instant, mais avant on voit de quoi il s'agit avec Marinei. L'enregistrement a été diffusé hier à la télévision italienne. Interrogé par une journaliste et filmé à son insu, Christophe Chalencon évoque les risques auxquels il s'exposerait en tant que figure des Gilets jaunes. Moi, je peux me prendre une balle dans la tête à n'importe quel moment. S'ils me mettent une balle dans la tête, le peuple là, Macron, il est passé à la guillotine. Alors que l'interview se poursuit, Christophe Chalencon affirme qu'il aurait reçu le soutien de groupes armés. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de confrontation que s'ils m'abattent, il est mort aussi. Parce que le peuple, il rentre dans l'Elysée, il démonte tout. Lui, sa femme et toute la clique. On est plusieurs comme ça. S'ils en touchent une, on a des gens, des paramilitaires qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi faire tomber le pouvoir. Un constat selon le Gilet jaune et non pas un appel à la violence. Pratiquement à la fin, je demande de résoudre de manière politique la situation. Voilà. Donc j'appelle à aucun moment
à la guerre civile. Il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, il y a des gens qui sont capables de sortir avec des fusils dans la rue. Voilà, mais il faut arrêter de se voiler la face. C'est la réalité. C'est une hypothèse parce que il y a des gens qui me contactent, mais ça n'est pas ma volonté. Ce n'est pas la première fois que Christophe Chalencon fait référence au milieu militaire. Début décembre, sur notre plateau, il appelait à un remaniement du gouvernement et imaginait déjà qui pourrait remplacer l'actuel Premier ministre. Nous avons des gens de grande valeur en France qui pourraient prendre les rênes du pays. Qui, par exemple? Au niveau de l'armée, moi je pense au niveau de l'armée déjà. À plusieurs reprises, Christophe Chalencon a même évoqué un nom, celui du général Pierre de Villiers, qui avait démissionné avec fracas quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Valérie Gomez-Bassac, quand vous entendez ces propos, vous vous dites c'est un affabulateur, vous êtes inquiète ? Je suis inquiète qu'on puisse remettre en cause comme ça nos institutions, la démocratie elle-même. Et de dire qu'il y a des paramilitaires qui sont prêts à intervenir. Donc voilà, déjà, et puis de citer des noms également de personnes qui seraient susceptibles de venir. Parler du président de la République et parler de la guillotine, ça me gêne, d'autant plus que moi, j'ai sur ma circonscription, j'ai des gilets jaunes également qui m'ont construit une guillotine, donc ce qui n'est pas vraiment très agréable. Donc ils peuvent passer à l'acte, hein, mais il faut quand même en avoir conscience. Oui, je le regrette parce que, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas avec la politique menée par le gouvernement et le Parlement, force est de constater que nous sommes tous légitimes et que voilà, nous sommes un produit du principe démocratique et il faut respecter le choix des urnes. Benjamin Morel, Éric Drouet, Christophe Chalencon, est-ce que ce sont les plus radicaux qui se font entendre dans ce mouvement ? En partie, si vous voulez. Alors, d'abord parce qu'on a les têtes du mouvement qui ont en effet émergé et que certaines de ces têtes apparaissent relativement radicales. Très clairement, Christophe Chalencon n'incarne pas aujourd'hui la masse des Gilets jaunes, il faut quand même le dire. La plupart des Gilets jaunes qui manifestaient hier, qui manifestent aujourd'hui, qui manifesteront demain, ne sont probablement pas d'accord avec Christophe Chalencon. Mais ce sont les têtes qui dépassent, c'est les Christophe Chalencon, c'est les Éric Drouet, c'est les Maxime Nicole. C'est l'outrance des propos également qui les rend audibles et qui les rend fortes. Et c'est aussi pour ça que ces personnes-là, qui sont des personnes assez contestables, ont réussi à avoir un écho. Donc on a ça, et puis en même temps on a une infiltration par des groupes de casseurs, d'extrême droite et d'extrême gauche, qui donnent également une certaine image du mouvement. Et c'est encore une fois toute la faiblesse de ce mouvement. Un parti politique, un mouvement politique, il a une structure et il inclut ou il exclut. Il dit Christophe Chalencon n'est pas des nôtres ou bien il est des nôtres. Comme il suffit de mettre un gilet jaune pour apparaître comme étant un gilet jaune, comme il n'y a pas de structure d'exclusion, et bien tout d'un coup, tout propos tenu au nom des gilets jaunes est attribué aux gilets jaunes. C'est la faiblesse aujourd'hui du mouvement. Valérie Legrain, les propos de Christophe Chalencon, ça vous choque ? Pardon, excusez-moi, Sarah Legrain. Les propos de Christophe Chalencon, vous êtes choquée quand vous les entendez ? Je trouve que c'est une sorte de... c'est un énergumène. Moi, j'avais déjà un peu constaté ses propos. Moi, Donc vous le mettez pas dans le même panier qu'Éric Drouet ? Non. Et vous voyez, justement, là où je contesterais ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout un mouvement politique homogène avec des statuts, des exclusions, etc. Mais il y a en fait des processus des démocraties et de consensus, de fabrication du consensus dans, disons, la mouvance des Gilets jaunes. Et justement, moi, ce que j'ai vu, c'est cet homme-là, il s'est fait très très vite condamner, notamment par exemple, quelqu'un comme Maxime Nicole, qui avait pu être curieux à un moment, etc. Et quand, par exemple, ils ont fait le choix d'aller rencontrer le Parlement italien, là, il y a eu vraiment des réactions de Gilets jaunes. Et je trouve qu'en fait, on est dans un moment où, justement, les Gilets jaunes se politisent. Ça ne signifie pas justement qu'ils deviennent, qu'ils sont radicalisés par telle et telle mouvance. Moi, ce que je constate, c'est que par exemple, l'extrême droite vit une défaite idéologique dans le mouvement, puisqu'en réalité, vous voyez des groupuscules qui essayent de faire arriver des thèmes qui ne viennent pas dans le débat, qui ne sont pas les thèmes du débat et qui sont rejetés par l'immense majorité des Gilets jaunes qui disent mais ça, c'est pas notre sujet. Et les alliances avec l'Italie, certainement pas. Et la déstabilisation par l'armée, certainement pas. Et je trouve que voilà, il faut aussi rendre compte de cela. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des têtes que vous avez aussi envie de montrer parce que de tels discours, évidemment, ça interpelle. Mais il faut rendre compte justement d'une espèce d'intelligence collective qui émerge aussi dans ce mouvement et qui donne lieu justement à de la régulation et qui fait émerger des revendications qui sont très loin d'être des revendications extrémistes ou les revendications qu'on essaye de nous faire passer pour celles des Gilets jaunes. Merci à vous quatre. On va poursuivre ce débat dans un instant. Le retour du débat sur le coût des aides sociales. Elles coûtent un pognon de dingue, disait Emmanuel Macron en juin dernier. Édouard Philippe, en déplacement aujourd'hui dans le Finistère, dans le cadre du grand débat, a rouvert le dossier. Les mots sont différents, mais l'idée reste la même. Zara Boutlélis avec Joao Alencar.
C'est un sujet explosif selon le Premier ministre. Édouard Philippe a dénoncé lors d'une étape du grand débat national le caractère obligatoire et automatique des aides sociales. Est-ce qu'on demande des choses en contrepartie des mécanismes de solidarité? Moi, ma conviction, c'est une conviction personnelle, c'est que compte tenu de l'importance de nos mécanismes de solidarité, compte tenu de nos finances publiques, compte tenu de la situation, c'est-à-dire d'une situation d'un pays qui est en croissance, mais qui reste avec un niveau de chômage élevé, il faut qu'on s'interroge sur ces contreparties. Un sujet qui n'est pas nouveau. Emmanuel Macron a déjà fustigé l'efficacité de ces aides en estimant qu'elles coûtent un pognon de dingue, une vision partagée par les Gilets jaunes. En portant ce discours, Édouard Philippe sait qu'il va trouver un écho chez les Gilets jaunes et tous les Français qui les soutiennent. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron l'a théorisé, ces Gilets jaunes, ce sont ceux qui travaillent, qui sont payés, mais dont le travail ne paye pas assez bien pour vivre convenablement. Et donc, ces Gilets jaunes, parfois, ils mettent en cause, à tort ou à raison, ces personnes qui, elles, vivent des aides sociales. Pour l'instant, le flou règne sur ces éventuelles contreparties. Le Premier ministre évoque des activités d'intérêt général. Cela pourrait se traduire par exemple par des heures de bénévolat selon certains. Un sujet que l'on retrouve sur le site du Grand Débat National dans plusieurs contributions à l'heure où syndicats et patronats négocient un accord sur la réforme assurance chômage. Valérie Gomez-Bassac, Édouard Philippe dit que c'est une idée personnelle, mais cette idée, est-ce qu'elle est partagée au sein de la majorité? Est-ce que vous la partagez? Alors, moi, oui, je souscris à ces propos. Maintenant, bon, on en discute, mais bon, il n'y a pas vraiment de position prise à ce sujet-là, mais je trouve qu'il n'y a rien de choquant. Donc, évidemment, nous sommes pour un système qui continue à être solidaire et qui prône la solidarité. Maintenant, c'est vrai que les finances sont ce qu'elles sont et que finalement, une contrepartie, enfin, pour moi, il n'y a rien de choquant. Ce serait quoi, les contreparties? Ça pourrait être, comme on vous l'a dit, peut-être s'investir dans le milieu associatif ou qu'il y ait des activités d'intérêt général. Mais il faut bien voir aussi que c'est peut-être un moyen, je vais peut-être même aller plus loin, c'est un moyen aussi de permettre à certaines personnes de retourner dans la vie active, de se sentir utile dans le bon sens du terme. C'est perçu comme une sanction de faire des travaux d'intérêt généraux quand une on est valorisation, demandeur ça dépend comment vous le prenez, c'est valorisant aussi de se sentir utile. Vous savez, ces personnes, moi j'en côtoie beaucoup sur ma circonscription, souvent elles se sentent mal à l'aise de percevoir ces aides aussi, elles ne savent pas comment se rendre utile. Donc moi j'irais même au-delà, je pense que ça peut être bénéfique pour la personne elle-même de retrouver un intérêt pour celles qui l'ont perdu et de s'investir dans quelque chose de noble finalement. Constance Legris, parce que ça peut être bénéfique? En tout cas, la question mérite sérieusement d'être posée, d'autant plus qu'il y a déjà eu, par exemple, en Alsace, il y a quelques années, le Conseil général du Bas-Rhin avait institué contre le versement du RSA, qui est de la compétence des départements, dans le Bas-Rhin comme ailleurs, la réalisation de 7 heures de travail d'intérêt général. Il y a au risque d'être privé d'allocation si on ne faisait pas les 7 heures. Alors on peut moduler les choses, mais la question mérite clairement d'être posée parce qu'on voit bien le mouvement ou les mouvements des Gilets jaunes l'ont illustré de manière particulièrement spectaculaire, mais c'était des choses que nous, notamment députés républicains, nous entendions depuis très longtemps, bien avant la campagne présidentielle et législative. Le travail doit payer. Il faut remettre la valeur travail au cœur de notre projet de société, revaloriser le travail, et donc inévitablement ça pose la question effectivement des très nombreuses, peut-être trop nombreuses parce que cela fait un maquis touffu dans lequel les gens ne se retrouvent pas très bien, aides, allocations et autres prestations sociales. Nous avons, nous, par exemple, mis sur la table, dans un souci de rationalisation et de simplification, l'idée d'une allocation sociale unique qui ne pourrait pas dépasser 75% du montant du SMIC, qui aurait le mérite, encore une fois, d'être beaucoup plus lisible, d'être beaucoup plus facile. Il y aurait là une manière de rationaliser et de permettre également que la valeur travail soit plus clairement à nouveau mise au cœur de notre projet. Et qu'il y ait des contreparties fait partie clairement des sujets que l'on peut mettre sur la table, bien sûr. Il n'y a pas de tabou. Il y a plus de 300 000 emplois qui sont non pourvus en France et Édouard Philippe dit que la solution, ça passerait justement par ces contreparties. J'imagine que ce n'est pas votre avis. En moyenne, une offre d'emploi pour 40 chômeurs. Donc vous pouvez parler des 300 000 emplois, mais vous savez le nombre de chômeurs aujourd'hui en France. Ce dont ont besoin ces chômeurs, c'est d'un travail. Alors oui, évidemment, madame, moi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'en fait, en général, on n'est pas heureux d'être au chômage, on n'est pas heureux d'être au RSA et on a besoin de travailler. Mais de quoi s'agit-il ici? Il faut être très précis.
Il s'agit d'une vieille rengaine, qui est une vieille rengaine de la droite. Vous l'avez dit, en réalité, il n'y avait aucun besoin de débat des Gilets jaunes. D'ailleurs, moi, chez les Gilets jaunes, j'entends hausse des salaires, hausse des pensions, fraude, lutte contre l'évasion fiscale. Je n'entends pas particulièrement tout d'un coup qu'il faudrait s'en prendre en fait aux minima sociaux. D'ailleurs, je constate que, par exemple, les diminutions d'APL, c'est plutôt quelque chose qui a choqué, qui choque parmi les Gilets jaunes. Donc, on instrumentalise les Gilets jaunes pour faire passer ce qui sont, mais alors des vieilles rengaines de la droite, que M. Macron a déjà repris en parlant de pognon de dingue et en parlant de gens qui déconnent. De quoi s'agit-il? De travail gratuit. De forcer des gens à faire du bénévolat, à faire des travaux d'intérêt général, c'est-à-dire de condamner des gens, de les juger finalement coupables et responsables d'une situation dont l'État est responsable. Car c'est à l'État de fournir, de s'assurer qu'il y ait une situation de croissance et qu'il y ait une situation d'emploi en France pour les chômeurs. Et si vous vous intéressez justement à cette question de valoriser des personnes qui sont en difficulté, intéressez-vous à ce que fait par exemple l'association ATD Quart Monde avec les territoires zéro chômeur. C'est tout l'inverse. C'est l'État qui s'engage à fournir des emplois valorisants à des personnes en fonction de leur qualification, et c'est l'État qui est employeur en dernier ressort. C'est tout l'inverse de contraindre des gens en contrepartie d'aide dont ils ont besoin et dont ils n'arrivent même pas à vivre la plupart du temps, et de les juger coupables de leur situation. Vos propos... Ce n'est pas à l'État de fournir du travail. Alors nous sommes justement pour un droit... L'État n'est pas là pour fournir du travail. En réalité, on voit que ce sujet est explosif, pour reprendre les mots. Parce que, justement, quand l'État facilite les licenciements des entreprises, quand l'État facilite l'évasion fiscale, quand l'État prend une série de mesures qui ne font qu'attaquer l'emploi, quand il est impossible de protéger l'emploi en France parce que vous avez le dogme du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée, quand vous mettez 120 000 fonctionnaires... On voit que le débat est relancé, il est explosif. Édouard Philippe l'a dit. On va avancer un petit peu parce que ce déplacement dans le Finistère, au cours duquel Édouard Philippe a tenu ses propos, eh bien, il a été marqué par une séquence qu'on avait envie de vous montrer ce soir. Le Premier ministre qui a été pris à partie par un gilet jaune retraité. Regardez. Bonjour madame. Ah bah écoutez, on est en plein dans le grand débat. Je crois pas. Vous êtes venu, non vous n'étiez pas là ce matin. On a fait un bon débat, c'était intéressant. On a échangé des arguments. Vraiment, on est en bas. On a pris des idées. Raison de plus pour débattre, monsieur. On a fait plein de débats. On va faire 6 000. On va faire 6 000 débats et ça va être extraordinaire. Et moi je fais 8 heures par jour, 700 € de retraite. Ouais. Et vous, combien? Ah bah, on peut échanger nos fiches de paye. Je continue à travailler. Je travaille beaucoup aussi d'ailleurs. Vous travaillez, ben oui, mais nous, moi aussi. Et je suis sûr. 73 ans, je fais encore du ménage pour pouvoir écoutez, monsieur, encore une fois, non, c'est vrai. Ben oui, voilà. Mais vous méritez votre salaire peut-être, mais nous aussi. Mais nous aussi, ne nous laissez pas en bas crever. Monsieur, débattre m'intéresse. On organise des débats partout en France. Ce soir, il y en a un à Quimper. Mais pourquoi? On en a fait un tout à l'heure, il n'y a pas très loin. Pour échanger les arguments, c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Donc je serais ravi de pouvoir vous recroiser dans un de ces débats, peut-être ce soir à Quimper. Non, je ne peux pas, malheureusement, mais ça serait un plaisir. À bientôt. À bientôt, monsieur. Voilà, il a 73 ans, il dit j'ai 700 € de retraite, je fais 8 heures par jour. Et Édouard Philippe lui répond, nous aussi, on travaille beaucoup, Benjamin Morel. Il y a de la maladresse de la part du Premier ministre. Oui, il y a beaucoup de maladresse, mais c'est une maladresse qui, si vous voulez, s'inscrit dans un conflit entre le gouvernement et les retraités, notamment ceux qui ont une petite retraite, qui n'est pas d'hier. On a déjà vu des images similaires il y a quelques mois quand Emmanuel Macron avait fêté les 60 ans de la Constitution. On a déjà vu des images similaires cet été également. Donc là, on a un vieux contentieux entre une partie des retraités et ce gouvernement. Cette situation-là, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. On a quelque chose, on a un problème structurel. Mais on voit qu'actuellement, ce problème, eh bien, il se cristallise, il s'enquiste contre ce gouvernement. Et politiquement, c'est un vrai problème pour lui. Pourquoi? Eh bien, parce que ces retraités, c'est un électorat. Et c'est un électorat qui vote à toutes les élections. Et c'est un électorat qui a plutôt voté Emmanuel Macron la dernière fois. Et on voit qu'aujourd'hui, le gros problème électoral de ce gouvernement, c'est de venir rechercher cet électorat-là, et que très clairement, ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques semaines, c'est vrai, mais très clairement, il a encore du mal. Oui, c'est un électorat qui a beaucoup exprimé sa colère ces dernières semaines. Valérie Gomez-Bassac, cette séquence-là d'Édouard Philippe, est-ce que... il n'y a quand même pas un manque d'empathie de sa part de répondre, nous aussi on est au travail, quand vous avez un retraité en face de vous qui vous dit mais regardez, je suis à la retraite, je suis obligé de travailler.
Non, mais on l'entend, bien sûr qu'on l'entend. Bien sûr que ça fait mal au cœur. On aimerait que toutes les personnes aient un minimum un minimum de revenus pour vivre décemment. Évidemment, on n'est pas responsable de tout et des taux qui ont été fixés auparavant, etc. Il ne faut pas penser que nous sommes durs par rapport à ça. Je veux dire, bien sûr qu'on l'entend, bien sûr que ça nous touche. La remarque de dire, mais moi aussi je travaille beaucoup, c'est parce qu'on se fait tout le temps attaquer, alors quels que soient les partis d'ailleurs, hein, en disant, vous touchez tant, vous gagnez tant, vous avez tant d'indemnités. On a l'impression qu'on est toujours obligé de se justifier et de dire combien d'heures on travaille et ce qu'on fait, etc. Donc je peux comprendre qu'il ait pu répondre ça. Je pense que j'aurais pu répondre ça également. Mais ça ne veut pas dire que c'est un manque d'empathie. Ça renforce le sentiment anti-retraité aussi et la priorité aux actifs. On l'a dit, oui, replacer la valeur travail. Je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, il y a une réelle volonté de replacer la valeur travail et de... Non, mais c'est par rapport aux actifs et oui, de tenir compte de toutes ces personnes qui travaillent et qui doivent également avoir un revenu décent. Maintenant, la situation des retraités, bien sûr qu'on va en tenir compte et notamment le minimum aggravé par les décisions, pardonnez-moi de vous interrompre, chers collègues, qui ont été proposées par l'exécutif et votées par la majorité. La désindexation des pensions de retraite, ça ne s'était jamais produit en France. Le matraquage sur cette catégorie de Français, les retraités qui ont subi de plein fouet la hausse de la CSG et qui étaient la seule catégorie de Français à ne pas bénéficier de compensation, ça a duré des mois et ça a vraiment donné un sentiment d'injustice et de discrimination terrible pour cette catégorie de Français. Donc il y a eu quand même une aggravation de la situation et des décisions totalement iniques qui ont été votées par la majorité actuelle à l'encontre des retraités et qui sont, parce qu'ils ont été très nombreux sur les ronds-points, ils ont été très nombreux dans les premières manifestations des Gilets jaunes. Et ils sont très nombreux d'ailleurs dans les réunions publiques, on le voit régulièrement sur les images, installer beaucoup de retraités présents. L'idée que ce pouvoir avait dans la ligne de mire cette catégorie de Français, les retraités et particulièrement les petits et moyens retraités. Il y a quand même eu des décisions récentes qui ont été particulièrement injustes et particulièrement stigmatisantes pour cette catégorie de Français. Faire de la pédagogie, faire entendre la politique, faire comprendre la politique du gouvernement. Il n'y a pas que le Premier ministre qui est sur le terrain. Tout le gouvernement met la main à la pâte. Ils étaient nombreux aujourd'hui sur le terrain. Il y avait Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui était en Alsace, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui était dans les Pyrénées-Atlantiques, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était sur la Côte d'Azur. Il a échangé avec des étudiants à Nice ce matin, puis il s'est rendu à Saint-Laurent-du-Var où il a participé à une réunion publique. Sarah Legrain, vous voyez un gouvernement qui est au travail, qui va à la rencontre des Français? Oui, ou un gouvernement en campagne aussi, parfois. On a un peu l'impression parce que pour le coup, vous voyez, ça occupe quand même, ce grand débat occupe beaucoup de temps d'antenne et on peut parfois s'interroger sur l'équité des temps d'antenne dans une période qui est une période de pré-campagne électorale. Maintenant, oui, alors sans doute un gouvernement qui travaille, si vous voulez. Bon, moi, cette phrase de M. Philippe à se retraiter, je la trouve désastreuse. Je trouve qu'elle s'inscrit dans un climat général où on a entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient rien et des gens qui réussissaient, etc. Et quand vous parlez de la situation des retraités, là où je suis d'accord avec vous qu'il y a eu une politique qui a matraqué les retraités parce que en ne permettant pas la hausse de leur pension, par la CSG, etc. Mais ce qui est plus insidieux, c'est la façon qu'a M. Macron de dresser des parties de la population les unes contre les autres. Or, les retraités, c'est le camp du travail, c'est des travailleurs. Et même, je vais dire quelque chose, les chômeurs, c'est aussi des travailleurs. C'est des gens qui ont travaillé, qui ont cotisé quand ils travaillaient pour avoir droit au chômage, s'ils étaient en situation de chômage. Les salariés, les retraités sont des gens qui ont cotisé toute leur vie pour avoir droit ensuite à une retraite. Et le sentiment d'injustice qui s'exprime dans le pays, je pense que justement, ce qu'expriment les Gilets jaunes, c'est le sentiment que certains dans le pays, ceux qui peuvent profiter de l'évasion fiscale, ceux pour qui la TVA n'est rien, ceux qui en réalité ont des salaires mais faramineux, et qui provoquent des licenciements boursiers, mais sans sourciller. Ceux-là, en fait, sont favorisés par la politique du gouvernement et par tous les crédits d'impôt. Je vais devoir vous interrompre parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Vous soutenez la suppression. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat ce soir sur BFM.